La baronne a humilié l'esclave de 90 ans devant l'évêque, sans savoir qu'elle portait la preuve dans sa poche. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Paris, Montréal, Dakar, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Maintenant, commençons. Fort-de-France, Martinique, dimanche 15 août 1865, 9h30 du matin. Le soleil caribéen brillait déjà avec cette intensité brutale, typique du mois d'août, transformant la ville coloniale en four tropical. Les rues pavées réfléchissaient la chaleur, et même les palmiers semblaient s'affaisser sous le poids de l'air humide. Mais rien n'aurait pu empêcher les fidèles de se rendre à la cathédrale Saint-Louis ce matin-là. Ce n'était pas un dimanche ordinaire. Monseigneur Henri Leclerc, l'évêque de Martinique fraîchement arrivé de Paris 3 semaines auparavant, célébrait sa première grande messe publique. Plus de 300 personnes s'entassaient dans la cathédrale, aristocrates en soie et dentelle, bourgeois en costumes sombres, créoles libres en leurs plus beaux vêtements, et même quelques anciens esclaves récemment libérés qui osaient maintenant franchir les portes principales plutôt que d'entrer par l'arrière. Au premier rang, côté droit, trônait la baronne Isabelle de Montmorency, 52 ans, veuve depuis 2 ans du baron Philippe de Montmorency. Elle portait une robe de soie bordeaux, importée de Paris, brodée de fils d'or, qui captait la lumière des vitraux. Son chapeau était orné de plumes d'autruche teintes, et ses gants blancs immaculés ne montraient aucune trace de sueur, malgré la chaleur étouffante. Elle tenait son éventail japonais, avec l'élégance calculée d'une femme qui avait passé sa vie à perfectionner les apparences. À ses côtés se tenaient ses 3 enfants adultes. Édouard, 28 ans, l'aîné aux traits sévères de son père défunt, avocat formé à Paris et récemment revenu à la Martinique pour gérer les affaires familiales. Mathilde, 25 ans, mariée depuis 3 ans au fils d'un riche négociant en sucre, dont le ventre arrondi témoignait de sa 3e grossesse, et Gabriel, 22 ans, le plus jeune, ingénieur civil qui travaillait sur les nouveaux projets d'infrastructure de l'île. La famille Montmorency était l'incarnation de l'aristocratie coloniale, ou du moins de ce qu'il en restait après l'abolition de l'esclavage en 1862. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette loi catastrophique, comme la baronne l'appelait en privé, 3 ans pendant lesquels elle avait vu son monde s'effondrer pièce par pièce. Les plantations perdèrent de l'argent sans main-d'œuvre gratuite. Les anciens esclaves osaient maintenant les regarder dans les yeux. Certains portaient même des chaussures et réclamèrent des salaires. La baronne refusait cette nouvelle réalité. Dans son esprit, l'abolition était une erreur temporaire que Paris finirait par corriger. En attendant, elle traitait ses anciens esclaves, maintenant officiellement travailleurs libres. Exactement comme elle l'avait toujours fait, avec mépris, autoritarisme et surtout sans leur verser le moindre salaire. Quand ils protestaient, elle les chassait de la plantation familiale sans indemnité ni référence. Au fond de l'église, près de la grande porte en bois sculpté, une autre présence passait presque inaperçue. Joséphine Marie, 90 ans, se tenait debout avec difficulté, appuyée lourdement sur une canne en bois d'acajou usée par des décennies d'utilisation. Son dos était courbé à presque 90 degrés par 75 ans de travail forcé. Dos courbé dans les champs de canne à sucre de ses 10 à 30 ans, dos courbé en lavant le linge à genoux pendant 20 ans, dos courbé en s'occupant des enfants Montmorency pendant 25 ans. Chaque vertèbre était une histoire de douleur, chaque articulation un rappel de l'esclavage. Elle portait une robe simple en coton gris délavé, probablement donnée par charité ou trouvée dans les rejets d'une famille plus fortunée. Sur sa tête, un madras rouge et jaune complètement décoloré par le soleil et les lavages, noué à la façon traditionnelle créole. Ses pieds, chaussés de sandales de cordes tressées faites à la main, étaient déformés par l'arthrite et les décennies de marche pieds nus sur les chemins rocailleux,
Son visage racontait 90 années d'histoire martiniquaise. La peau noire profonde était parcourue de centaines de rides, chacune gravée par le soleil impitoyable, la fatigue, les larmes et les rares sourires qu'elle s'était permis dans une vie d'oppression. Ses yeux, voilés par la cataracte, pouvaient à peine distinguer les formes. Mais elle connaissait cette cathédrale par cœur. Elle y était venue chaque dimanche pendant 75 ans, d'abord portant les bébés Montmorency, puis accompagnant la famille, toujours au fond, toujours silencieuse. Mais aujourd'hui, Joséphine n'était pas venue pour prier en silence. Dans la poche droite de sa robe, pliée soigneusement et protégée par un morceau de toile cirée, se trouvait un document qui changerait tout. Un document qu'elle avait gardé secret pendant 2 ans et demi, attendant le moment parfait pour le révéler. Aujourd'hui, devant Dieu, devant l'évêque, devant toute la société de Fort-de-France, elle allait demander justice. Acte de 2. La messe et les apparences. La messe dura 2 heures dans la chaleur suffocante. Monseigneur Leclerc, homme de 55 ans aux cheveux gris et au regard sévère mais compatissant, prêchait sur la justice, la charité et l'amour du prochain. Son sermon incluait des références subtiles mais claires aux nouvelles réalités sociales de notre époque et l'obligation chrétienne d'accepter que tous les hommes sont égaux devant Dieu. La baronne écoutait avec expression de plus en plus pincée. Quand l'évêque cita saint Paul, « Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ », elle serra son éventail si fort que les baleines craquèrent légèrement. Son fils Édouard lui jeta un regard d'avertissement, mais elle l'ignora. Après la communion, alors que l'orgue jouait et que les fidèles commençaient à sortir lentement, la baronne se leva avec grâce calculée et marcha vers la sortie, tête haute, sourire aristocratique, en place. Elle s'arrêta pour échanger quelques mots avec les autres familles importantes, les Dubois, propriétaires de 3 plantations, les Arnaud, négociants en épices, les Beaufort, banquiers. « Chère Isabelle, vous êtes resplendissante ce matin », susurra Madame Dubois, femme de 60 ans aussi arrogante que la baronne. « Merci, Marguerite. Paris envoie toujours les meilleurs soins, n'est-ce pas? Il faut maintenir les standards, même dans ces temps difficiles. » Le mot « difficile » était chargé de mépris évident pour les changements sociaux. Elles riaient ensemble, quand une voix faible mais déterminée s'éleva derrière elles. « Madame la baronne !» La baronne se figea. Elle reconnut immédiatement cette voix. Elle se retourna lentement, visage se transformant instantanément de sourire poli en masque de glace. Joséphine se tenait à 3 mètres, s'appuyant lourdement sur sa canne, dos courbé mais tête levée autant que sa colonne vertébrale tordue le permettait. « Que veux-tu » La voix de la baronne était coupante comme du verre brisé. « Madame, je dois vous parler. C'est important. »« Cela fait maintenant. Je t'ai dit de ne jamais m'approcher en public, » siffla la baronne, baissant suffisamment la voix pour ne pas attirer trop d'attention, mais assez fort pour que Joséphine et les personnes proches entendent. « Tu es une embarras. Retourne dans ton taudis. »« Madame, s'il vous plaît. » Joséphine fit un pas en avant, tremblante. « Cela fait 3 ans, depuis la mort du baron. Vous savez ce que... » La baronne l'interrompit en élevant soudainement la voix, attirant maintenant l'attention de nombreuses personnes. « Comment osais-tu me harceler le jour du Seigneur? Tu n'as aucune honte ?» Les conversations s'arrêtèrent, les gens se retournèrent. En quelques secondes, un cercle de 30 personnes s'était formé autour d'elle, curieux de voir ce spectacle inattendu. Édouard s'approcha rapidement. « Mère, que se passe-t-il ?»« Rien, mon fils. Juste une ancienne domestique qui ne connaît pas sa place dans le nouveau monde. » La baronne sourit froidement. « Elle semble penser que je lui dois quelque chose. Vous me devez mon salaire !» La voix de Joséphine, normalement faible, monta soudainement avec force, née de 90 ans de frustration réprimée. « J'ai travaillé pour votre famille pendant 75 ans, 75 ans, depuis que j'avais 15 ans jusqu'à maintenant. La loi de 1862 dit que vous devez payer les travailleurs libres. Pendant 3 ans, vous ne m'avez rien donné. » Le cercle de spectateurs s'élargit. 50 personnes maintenant, puis 70.
Des murmures commencèrent. « Travail !» La baronne rit, un son dur et métallique. « Tu appelles ça du travail? Tu étais nourri, logé, habillé. Tout ce que tu as eu dans ta misérable vie, c'est ma famille qui te l'a donné. Tu nous dois gratitude, pas l'inverse. J'ai élevé votre mari depuis qu'il était bébé. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues ridées de Joséphine. « Sa mère est morte quand il avait 3 ans. C'est moi qui l'ai bercé chaque nuit. C'est moi qui ai soigné sa fièvre. C'est moi qui l'ai élevé jusqu'à l'âge adulte. Et tu as été payé par la nourriture et le logement. J'ai élevé vos 3 enfants, Édouard, Mathilde, Gabriel. Quand madame était trop occupée avec ses réceptions et ses voyages, c'est moi qui changeais leurs couches. C'est moi qui les nourrissais. C'est moi qui les consolais quand ils pleuraient la nuit. » Édouard pâlit. Mathilde, maintenant à côté de sa mère, baissa les yeux mal à l'aise. Gabriel, qui venait d'arriver, regarda Joséphine avec expression impossible à déchiffrer. « Tu oseras me dire comment j'ai élevé mes enfants ?» La voix de la baronne monta encore. « Tu étais esclave, c'était ton devoir. Maintenant tu es libre, va mendier ailleurs. » C'est à ce moment que Monseigneur Leclerc, attiré par la commotion, s'approcha du cercle. Les gens s'écartèrent respectueusement. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était calme mais autoritaire. La baronne se composa instantanément, son masque social parfait reprenant place. « Rien de grave, monseigneur, juste une ancienne esclave sénile qui me harcèle pour de l'argent. C'est regrettable, mais depuis l'abolition, certains ne comprennent pas les limites appropriées. » L'évêque regarda Joséphine, puis la baronne, puis la foule assemblée. « Madame, elle dit que vous lui devez des salaires. Est-ce exact? Absolument pas. Comme je l'expliquais, elle était logée et nourrie. C'était son paiement. La loi ne s'applique pas rétroactivement à... » « La loi de 1862 stipule clairement, interrompit l'évêque fermement, que tous les anciens esclaves devenus travailleurs libres doivent recevoir salaire équitable pour leur travail. Si cette femme a continué à travailler pour vous après 1862, vous êtes légalement tenu de la payer. Elle n'a pas travaillé. Elle était simplement là, inutile, trop vieille pour être de quelque valeur. Un murmure de désapprobation parcourut la foule. Pas de tous. Certains aristocrates hochèrent la tête en accord avec la baronne, mais beaucoup d'anciens esclaves et même quelques créoles progressistes étaient visiblement choqués par sa cruauté. Acte 3. L'humiliation totale. « Monseigneur, dit Joséphine, sa voix maintenant plus ferme malgré les tremblements de son corps, je ne demande que justice. Le baron Philippe, avant sa mort, il savait. Il savait que j'avais tout donné à cette famille. Il voulait me donner. Le baron était sénile à la fin, cria la baronne, perdant maintenant complètement son calme aristocratique. Il divaguait, il ne savait plus ce qu'il disait. Il n'était pas sénile, dit Édouard doucement, mais fermement. Père avait toute sa tête jusqu'à la fin. Il est mort d'une infection pulmonaire, pas de démence. La baronne se tourna vers son fils, yeux flamboyants. « Comment oses-tu me contredire en public ?» Mais Joséphine continuait, sa voix tremblante mais déterminée. « Madame la baronne, vous savez ce que votre mari a fait. Vous le savez, 2 jours avant sa mort, il vous a parlé de... Tais-toi !» La baronne fit 2 pas en avant, doigt pointé vers Joséphine comme une arme. Tu es rien, tu comprends, rien, une vieille femme inutile qui aurait dû mourir depuis longtemps. Le silence tomba sur la foule. Même ceux qui soutenaient la baronne semblaient choqués par la brutalité de ces mots. « Regarde-toi », continua-t-elle avec cruauté calculée, sa voix maintenant froide et précise comme un scalpel. 90 ans, aveugle. Ton dos est si courbé que tu ne peux même plus regarder le ciel. Tes mains tremblent tellement que tu ne peux plus travailler. Tu n'as aucune valeur. Tu es un fardeau pour la société. Tu es parasite. Mathilde porta la main à sa bouche, horrifiée. Gabriel ferma les yeux, incapable de regarder. Même certains aristocrates détournèrent le regard, mal à l'aise. L'évêque intervint, voix maintenant sévère. « Madame de Montmorency, vous êtes dans la maison de Dieu. Cette femme est aussi une enfant de Dieu, quel que soit... » Épargnez-moi votre sermon progressiste. La baronne se tourna vers l'évêque, son arrogance atteignant son apogée. Vous venez de Paris, où vous lisez de belles théories dans vos livres.
Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent ici. Ces gens... Elle désigna Joséphine et par extension tous les anciens esclaves dans la foule. Ils étaient notre propriété. Nous les possédions comme on possède du bétail, et maintenant on nous dit qu'ils sont nos égaux? C'est absurde! Les murmures dans la foule devinrent grondements. Les anciens esclaves étaient outrés, les progressistes scandalisés. Même certains aristocrates semblaient embarrassés par la franchise brutale de la baronne. Cette loi d'abolition est une erreur, continua-t-elle, emportée par sa propre rage, ne se rendant pas compte qu'elle se condamnait avec chaque mot. Une erreur que Paris finira par corriger. En attendant, pourquoi devrais-je payer cette chose pour exister? Elle n'a aucun droit, elle n'a jamais eu de droit. Elle ne mérite aucun droit. Elle se tourna de nouveau vers Joséphine, son visage tordu par le mépris. Tu veux savoir la vérité? Mon mari était faible. Il avait de l'affection pour toi parce que tu l'as élevé. Mais cette affection était pathétique. Tu étais esclave, rien de plus. Et quand il est mort, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des années. Je t'ai mise à ta place, à la rue où tu appartiens. Je vivais dans une cabane de votre plantation, dit Joséphine, voix brisée. Vous m'avez expulsé 3 semaines après sa mort, en plein janvier. J'avais 87 ans. Vous m'avez dit de partir sans rien. Et tu devrais me remercier de t'avoir laissé vivre aussi longtemps dans ma propriété. L'évêque leva les mains, voix forte et autoritaire. Assez, Madame de Montmorency, votre comportement est une honte. Devant Dieu, devant cette assemblée, vous montrez une cruauté qui... Je me fiche de ce que vous pensez. La baronne était maintenant complètement hors de contrôle. Des années de ressentiment et de peur du changement social explosant en une tirade venimeuse. Je me fiche de cette loi injuste, je me fiche de ces nouvelles valeurs. Mon mari est mort, ma fortune décline, mes plantations perdent de l'argent, et vous voulez que je paie cette créature qui n'a même plus la force de soulever une assiette? Elle fit un dernier pas vers Joséphine, se penchant autant que sa robe corsée le permettait, visage à quelques centimètres de celui de la vieille femme. Tu aurais dû mourir il y a 10 ans. Personne ne te pleure. Personne ne se soucie de toi. Tu es seul, inutile, pathétique. Va mourir dans un fossé quelque part et épargne-nous ta présence répugnante. Acte 4. La révélation. Le silence qui suivit était absolu. Même le vent semblait s'être arrêté. 150 personnes, peut-être plus, témoignaient de cette humiliation publique totale. Puis Joséphine fit quelque chose d'inattendu. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle se redressa autant que son dos courbé le permettait, et un sourire étrange, mélange de tristesse et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement, apparut sur son visage ridé. « Madame la baronne, dit-elle d'une voix soudainement calme, presque paisible, vous avez dit tout ce que vous pensez vraiment. Pendant 75 ans, vous l'avez caché derrière sourires et politesses. Mais maintenant, devant Dieu, devant son Excellence l'évêque, devant tous ces témoins, vous avez montré qui vous êtes vraiment. Je me fiche de... » commença la baronne. « Vous dites que je n'ai aucun droit, que je ne mérite rien, que votre mari était faible et sénile. » Joséphine glissa sa main tremblante dans la poche de sa robe. « Mais votre mari n'était ni faible ni sénile. Il était juste. Et 2 jours avant sa mort, le 8 février 1863, il m'a donné quelque chose. » La baronne pâlit légèrement. « Qu'est-ce que tu racontes ?» De sa poche, Joséphine sortit un document plié, jauni par 2 ans et demi, mais clairement préservé avec soin. Elle le déplia lentement, main tremblant, non pas de peur maintenant, mais d'anticipation. « Monseigneur, dit-elle en se tournant vers l'évêque, mes yeux ne voient presque plus. Pourriez-vous lire ceci à haute voix? Le baron Philippe me l'a remis sur son lit de mort. Il m'a dit, Joséphine, garde ceci, un jour tu en auras besoin. Un jour ma femme montrera qui elle est vraiment, et tu auras besoin de cette preuve. » L'évêque prit le document, le lisant rapidement en silence. Ses yeux s'élargirent. Il regarda Joséphine, puis la baronne qui était maintenant figée, visage blanc comme du marbre. « C'est authentique, » murmura l'évêque. Puis, élevant la voix pour que tous puissent entendre, « C'est un testament additionnel au testament principal du baron Philippe de Montmorency. »
daté du 10 janvier 1863, enregistré légalement auprès du notaire Marcel Dubois de Fort-de-France, signé par le baron en présence de 2 témoins. Non, la baronne reculait, secouant la tête. C'est impossible. Philippe n'a laissé qu'un seul testament, celui qui vous léguait la majorité de ses biens, continua l'évêque. Oui, mais apparemment, le baron a créé ce testament additionnel 1 mois avant sa mort, spécifiquement pour Joséphine. Permettez-moi de le lire. Il leva le document et commença d'une voix claire et forte. Moi, baron Philippe de Montmorency, propriétaire de l'habitation Bellevue et résident de Fort-de-France, Martinique, en pleine possession de mes facultés mentales et physiques, déclare ceci comme testament additionnel à exécuter immédiatement après ma mort, en complément de mon testament principal daté du 5 décembre 1860. La foule était suspendue à chaque mot. Concernant Joséphine Marie, née en 1775, qui a servi ma famille pendant 75 ans. Je reconnais publiquement que Joséphine Marie a élevé mon père défunt, le baron Édouard de Montmorency, après la mort prématurée de ma grand-mère en 1802. Elle m'a ensuite élevé moi-même après la mort de ma propre mère en 1810 quand j'avais 3 ans. Elle a été plus une mère pour moi que ma mère biologique. Elle a sacrifié sa propre vie, sa propre liberté, ses propres enfants, 3 enfants qui lui ont été arrachés et vendus quand elle était jeune, pour s'occuper de ma famille avec un dévouement qui dépassait toute obligation. L'abolition de l'esclavage en 1862 était justice trop tardive, mais je peux au moins tenter de réparer 1/1000 du tort que ma famille lui a causé. La baronne était maintenant soutenue par Édouard, ses jambes semblant ne plus pouvoir la porter. Non, non, ce n'est pas... L'évêque continua, voix résonnant dans le silence absolu. Par conséquent, je lègue à Joséphine Marie 1. La somme de 10 000 francs or, 10 000 francs, comme compensation partielle pour 75 années de service non rémunérés. Cette somme représente environ 133 francs par année de service, ce qui est encore insuffisant, mais tout ce que mes finances permettent, sans ruiner ma famille. 2. La petite maison située au 14 rue Schœlcher, à Fort-de-France, actuellement inhabitée, avec son terrain d'1/4 d'hectare. Cette maison appartiendra à Joséphine en pleine propriété, libre de toute dette, transférable à ses héritiers. 3. Une rente mensuelle de 50 francs pour le reste de sa vie naturelle, à payer le 1er jour de chaque mois par mon exécuteur testamentaire. Cette rente cessera uniquement à son décès. 4. L'exécution de ce testament sera supervisée par maître Marcel Dubois, notaire, et ne pourra être contestée ou annulée par mon épouse ou mes héritiers. 5. Si mon épouse ou mes héritiers tente d'empêcher l'exécution de ce testament ou harcèle Joséphine de quelque manière que ce soit, je déclare qu'un second document, une lettre détaillée concernant l'histoire complète de ma famille, sera ouvert publiquement par maître Dubois. Cette lettre contient des informations que ma famille préférerait garder privées. L'évêque s'arrêta, puis lut la conclusion. Je déclare aussi ceci. Ma femme, la baronne Isabelle, était informée de mes intentions 2 jours avant ma mort. Je lui ai montré ce document. Je lui ai dit que Joséphine devait recevoir son dû. Elle a promis de respecter mes volontés. J'espère qu'elle tiendra parole. Mais si elle ne le fait pas, Joséphine a ce document comme preuve. Signé ce 10 janvier 1863, en présence de maître Marcel Dubois, notaire, docteur Antoine Lafitte, médecin, père Jacques Moreau, prêtre, baron Philippe de Montmorency. Le silence qui suivit était le silence du choc collectif. Puis, comme une vague déferlante, les murmures explosèrent. Les gens parlaient tous en même temps, certains criant, d'autres pleurant. La baronne s'effondra presque. Édouard et Gabriel la soutenaient maintenant, tous deux regardant leur mère avec expression impossible à déchiffrer. Choc, trahison, confusion, honte. Mathilde s'approcha de Joséphine, larmes coulant sur ses joues. « Joséphine, tu avais ceci depuis le début, depuis 3 ans. »« Non, ma petite Mathilde, répondit Joséphine doucement.
Je l'ai reçu 2 jours avant la mort de ton père. Il me l'a donné en secret, quand ta mère était sortie faire ses courses. Il m'a dit, Joséphine, ma femme sait, je lui ai parlé. Elle a promis de te donner ce qui te revient, mais si elle ne tient pas parole, utilise ceci. Pendant 3 ans, Mathilde sanglotait maintenant, ouvertement. Pendant 3 ans, tu as souffert. Tu vivais dans cette cabane horrible. Tu mendiais de la nourriture. Et tu avais droit à 10 000 francs et une maison. J'attendais, dit Joséphine simplement. J'attendais le bon moment. Le moment où votre mère montrerait qui elle est vraiment. Le moment où il y aurait assez de témoins. Le moment où personne ne pourrait nier la vérité. Elle se tourna vers la baronne, qui la regardait maintenant avec haine pure. Vous m'avez humilié aujourd'hui, madame, devant Dieu, devant l'évêque, devant toute la ville. Vous m'avez dit que je ne méritais rien, que j'étais inutile, que j'aurais dû mourir. Mais maintenant, tous ces gens savent 3 choses. Premièrement, votre mari aimait et respectait l'esclave que vous méprisez. Deuxièmement, vous avez volé mon héritage pendant 3 ans, me laissant mourir de faim. Troisièmement, vous avez menti. Vous saviez ce que votre mari voulait et vous avez choisi de l'ignorer. L'évêque leva la main pour calmer la foule agitée. Madame de Montmorency, ce document est légalement contraignant. Maître Dubois devra confirmer son authenticité. Mais s'il est valide, et il semble l'être, vous avez commis fraude en cachant cet héritage légitime pendant 3 ans. La baronne ne pouvait même pas formuler de phrase. C'est quoi, mère? Demanda Édouard, voix tremblante de colère retenue. C'est faux? C'est une erreur? Ou c'est vrai? Le silence. Puis, presque imperceptiblement, la baronne hocha la tête. Père, t'as dit? Il t'a montré ce testament? Un autre hochement de tête à peine visible. Et tu l'as caché. Tu as laissé Joséphine, qui m'a élevé, qui t'a aidé à élever tes 3 enfants, tu l'as laissé souffrir pendant 3 ans, alors qu'elle avait droit à 10 000 francs et une maison. La baronne leva yeux vers son fils, et pour première fois de la matinée, ses yeux montraient quelque chose d'autre que l'arrogance, la peur. Tu ne comprends pas. L'argent, nous n'avons plus. Les plantations perdent, alors tu as volé son héritage pour sauver tes apparences, cria Gabriel, incapable de se contenir plus longtemps. Pendant que tu portais des robes à 500 francs de Paris, Joséphine mendait de la nourriture. L'évêque intervint. Cette affaire relève maintenant de la loi civile. Madame de Montmorency, je vais personnellement m'assurer que Maître Dubois soit contacté immédiatement. Si ce testament est confirmé, et je n'ai aucun doute qu'il le sera, vous devrez non seulement verser les 10 000 francs et transférer la propriété, mais aussi les 3 années de rente mensuelle que vous devez, 1 800 francs supplémentaires. Nous n'avons pas, murmura la baronne. Alors vous vendrez vos bijoux, vos robes, vos meubles. Vous paierez ce que vous devez. L'évêque se tourna vers Joséphine, voix devenant douce. Madame Joséphine, je vous demande de venir au presbytère demain matin. Nous contacterons Maître Dubois et commencerons le processus légal immédiatement. Justice sera rendue. Joséphine, épuisée maintenant que l'adrénaline se dissipait, hocha simplement la tête, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. La foule commença à se disperser, les conversations explosant dans toutes les directions. L'histoire se répandrait dans toute l'île avant le coucher du soleil. La baronne, soutenue par ses 2 fils, fut escortée vers sa calèche. Mais avant de partir, Mathilde courut vers Joséphine et l'embrassa, sanglotant. « Je suis désolé, tellement désolé. Nous ne savions pas. »« Je sais, ma douce enfant, » murmura Joséphine, caressant les cheveux de Mathilde comme elle l'avait fait 1000 fois quand Mathilde était petite. « Ce n'était pas ta faute. » Alors que la calèche de la baronne s'éloignait, Joséphine resta sur le parvis de la cathédrale, soutenue par 2 femmes créoles qui l'avaient aidée. Elle regarda le document dans ses mains. Le document qu'elle avait gardé secret pendant 3 ans, attendant exactement ce moment. Le baron Philippe avait raison. Sa femme avait montré son vrai visage. Et maintenant, enfin, justice arriverait, mais l'histoire était loin d'être terminée. Car dans les semaines qui suivraient, Fort-de-France découvrirait les véritables secrets de la famille Montmorency, secrets que le baron avait mentionnés dans son testament,
secret que la baronne avait désespérément tenté de cacher. Et ces secrets changeraient tout. Lundi 16 août 1865, 9 heures du matin. Bureau du notaire Marcel Dubois, rue Victor Hugo. Joséphine était assise dans un fauteuil en cuir usé, visiblement épuisée après l'épreuve de la veille. À ses côtés se tenaient Édouard et Gabriel Montmorency, tous deux ayant insisté pour l'accompagner malgré la trahison de leur mère. Mathilde, enceinte et émotionnellement dévastée, était restée à la maison. De l'autre côté du bureau massif en acajou se tenait maître Marcel Dubois, 68 ans, notaire depuis plus de 40 ans et confident de nombreuses familles aristocratiques. Ses cheveux blancs et ses lunettes rondes lui donnaient l'air d'un professeur bienveillant, mais ses yeux gris acier ne manquaient rien. « Alors, dit-il en ouvrant un dossier épais, voici l'original du testament additionnel du baron Philippe. Je l'ai effectivement enregistré le 10 janvier 1863, comme vous pouvez le voir sur les sceaux et signatures officielles. » Il étala plusieurs documents sur le bureau. L'original du testament que Joséphine avait montré dimanche, plus des copies certifiées conformes et un registre officiel. Le baron est venu seul, ce qui était inhabituel. Normalement, quand un aristocrate rédige un testament, toute la famille est au courant. Mais Philippe était très clair. Ce testament devait rester secret jusqu'à ce que Joséphine décide de le révéler. « Pourquoi ?» demanda Gabriel. « Pourquoi notre père ferait-il quelque chose en secret? S'il voulait donner à Joséphine son dû, pourquoi ne pas simplement l'annoncer publiquement ?» Maître Dubois hésita, puis sortit une enveloppe scellée du dossier. Parce qu'il y avait une seconde partie. Une lettre. Le baron m'a dit « Marcel, si ma femme tente d'empêcher l'exécution de mon testament pour Joséphine, ou si elle la maltraite de quelque façon, ouvrez cette lettre publiquement. » Le notaire regarda Joséphine. « Madame Joséphine, votre révélation hier à la cathédrale constitue-t-elle une raison suffisante pour ouvrir cette lettre? La baronne vous a-t-elle maltraité ?» Joséphine rit amèrement. « Elle m'a expulsé de la plantation 3 semaines après la mort du baron, sans prévenir, sans rien. Elle m'a laissé sans toit pendant 3 ans. Elle m'a refusé tout salaire. Et hier, elle m'a humilié publiquement, me traitant de parasite et me disant que j'aurais dû mourir il y a des années. Cela me semble amplement suffisant, dit maître Dubois en brisant le seau de cire rouge. Attendez, intervint Édouard, voix tendue. Cette lettre, elle contient quoi exactement? Je n'en sais rien. Le baron l'a scellée devant moi sans me permettre de la lire. Il a dit seulement « Ceci contient la vérité sur ma famille, la vérité que ma femme ne veut pas que le monde connaisse. » Les 2 frères échangèrent un regard inquiet. Maître Dubois ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs feuilles de papier couvertes de l'écriture élégante du baron. Il commença à lire en silence, ses yeux s'élargissant progressivement, sa respiration devenant plus rapide. « Mon Dieu !» murmura-t-il finalement. « Je ne savais pas. Je ne savais absolument pas. »« Quoi ?» demanda Gabriel avec urgence. « Qu'est-ce que notre père a écrit ?» Le notaire leva les yeux vers les 2 jeunes hommes. « Messieurs, êtes-vous certains de vouloir entendre ceci? Une fois révélé, vous ne pourrez plus l'ignorer. Et cela changera votre vision de votre famille à jamais. » Silence lourd. Puis Édouard, mâchoire serrée, hocha la tête. « Lisez, acte 2. La lettre du baron. » Maître Dubois ajusta ses lunettes et commença à lire d'une voix solennelle. « Acquis de droit, je suis baron Philippe de Montmorency, et j'écris ceci en janvier 1863, sachant que ma mort approche. Le médecin m'a informé que mon infection pulmonaire est incurable. J'ai peut-être quelques semaines, peut-être quelques jours. Toute ma vie, j'ai vécu dans le mensonge, dans le silence complice, dans l'acceptation d'une cruauté que je savais être mal, mais que je n'ai jamais eu le courage de combattre. Maintenant, avant de mourir, je dois dire la vérité, ne serait-ce que pour mon propre salut éternel. » Concernant Joséphine Marie, Joséphine n'était pas simplement une esclave de ma famille. Elle est la raison pour laquelle je suis devenu l'homme que je suis. Quand ma mère biologique, la baronne Marguerite de Montmorency, est morte en 1810 d'une fièvre tropicale, j'avais 3 ans. Mon père, le baron Édouard, était effondré.
Il ne pouvait même pas me regarder car je lui rappelais trop ma mère. C'est Joséphine qui m'a sauvé. Maître Dubois s'arrêta pour boire une gorgée d'eau, puis continua. Joséphine avait 35 ans à l'époque. Elle avait eu 3 enfants, 2 fils et une fille, tous vendus à différents propriétaires quand ils avaient entre 5 et 8 ans. C'était pratique courante, séparer les mères esclaves de leurs enfants pour éviter les attachements excessifs. Joséphine m'a raconté cela des années plus tard, quand j'étais adolescent et que je commençais à questionner l'esclavage. Elle m'a dit, « Maître Philippe, quand ils m'ont pris mes bébés, j'ai voulu mourir. J'ai prié Dieu de me laisser mourir. Mais ensuite, ils m'ont donné vous, un petit garçon de 3 ans qui pleurait pour sa maman disparue. Et j'ai pensé, peut-être que Dieu me donne une seconde chance d'être mère. Pendant 15 ans, de mes 3 à 18 ans, Joséphine a été ma vraie mère. Elle m'a nourri, élevé, éduqué moralement. Quand j'avais 12 ans et que je suis tombé gravement malade d'une fièvre, le même type qui avait tué ma mère, c'est Joséphine qui est restée à mon chevet pendant 7 jours et 7 nuits. Les médecins avaient abandonné, mais Joséphine a utilisé des remèdes traditionnels caribéens, m'a forcé à boire, m'a rafraîchi avec des compresses d'eau froide sans arrêt. Elle m'a sauvé la vie. Mon père n'était même pas venu me voir pendant cette semaine. Il était trop occupé avec sa plantation et sa nouvelle maîtresse. Édouard pâlit. Maîtresse? Grand-père avait une maîtresse? Maître Dubois hocha la tête mais continua à lire. Quand j'ai eu 18 ans, en 1825, mon père m'a envoyé à Paris pour études. J'ai passé 5 ans en France, apprenant le droit, la philosophie, les idées des Lumières sur l'égalité humaine. J'ai lu Montesquieu, Rousseau, Voltaire. J'ai rencontré des abolitionnistes qui me parlaient de l'immoralité de l'esclavage. Et j'étais d'accord avec eux. Mais quand je suis rentré en Martinique en 1830, qu'ai-je fait de mes convictions? Rien. J'ai hérité de la plantation. J'ai hérité des 147 esclaves qui y travaillaient. Et je les ai gardés. J'ai perpétué le système que je savais être mal, parce que c'était confortable, parce que c'était profitable. J'ai épousé Isabelle Beauchamp en 1836. Elle venait d'une famille aristocratique encore plus rigide que la mienne. Dès le début, elle était jalouse de Joséphine. Elle voyait bien que j'avais de l'affection pour la femme qui m'avait élevé. Cette jalousie s'est transformée en haine au fil des années. Gabriel interrompit, voix tremblante. « Notre mère haïssait Joséphine depuis le début ?» « Apparemment oui, » dit Maître Dubois. « Écoutez la suite. Isabelle ne pouvait pas comprendre qu'on puisse aimer quelqu'un de race inférieure. Pour elle, les esclaves étaient littéralement moins qu'humains. Des animaux intelligents peut-être, mais pas des personnes. Quand nos enfants sont nés, Édouard en 1837, Mathilde en 1840, Gabriel en 1843, j'ai insisté pour que Joséphine soit leur nourrice principale. Isabelle était furieuse. Elle voulait une nourrice plus présentable, une mulâtresse à la peau claire peut-être. Mais j'ai tenu bon. Je voulais que mes enfants soient élevés par quelqu'un capable de vraie compassion, de vrai amour maternel. Joséphine leur a donné cela. Édouard, Mathilde, Gabriel, si vous lisez ceci, sachez que votre mère biologique vous a nourri pendant les 6 premiers mois, puis elle vous a confié à Joséphine pour tout le reste. C'est Joséphine qui a changé vos couches des milliers de fois. C'est elle qui s'est levée chaque nuit pendant des années quand vous pleuriez. C'est elle qui vous a appris à marcher, à parler, à compter. C'est elle qui a soigné chaque fièvre, chaque blessure, chaque cauchemar. Votre mère, Isabelle, vous voyait environ 1 heure par jour, généralement pour vous montrer à ses invités lors de réceptions. Ensuite, elle vous renvoyait avec Joséphine. Elle vous traitait comme des accessoires aristocratiques, pas comme des êtres humains nécessitant amour constant. Édouard avait les larmes aux yeux maintenant. Je me souviens. Je me souviens que quand j'avais peur la nuit, c'était Joséphine qui venait. Jamais mère. Moi aussi, murmura Gabriel. Quand je suis tombé de l'arbre à 7 ans et que je me suis cassé le bras, c'est Joséphine qui m'a tenu pendant que le médecin le remettait en place. Mère était... Où était-elle déjà? À une réception, dit Édouard amèrement. Elle était toujours à une réception. Maître Dubois continua la lecture.
L'abolition de l'esclavage en 1848 en France métropolitaine ne s'est pas appliquée immédiatement aux colonies. Nous avons eu 14 ans supplémentaires d'esclavage légal en Martinique. 14 ans pendant lesquels j'aurais pu libérer Joséphine volontairement. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Par lâcheté. Par peur de ce que les autres aristocrates diraient, par dépendance honteuse envers son travail non rémunéré. Quand l'abolition est finalement arrivée en 1862, Joséphine avait 87 ans, 72 ans d'esclavage, 72 ans de travail forcé sans aucune compensation financière. Et qu'ai-je fait pour elle? J'ai créé ce testament secret. Mais voici le plus grand secret de tous. Le notaire s'arrêta, respirant profondément avant de continuer. « Messieurs, ce qui suit c'est extrêmement délicat. »« Lisez » ordonna Édouard, voix dure. En 1838, un an après la naissance d'Édouard, ma femme Isabelle a eu une liaison. Silence choqué dans le bureau. Elle a eu une liaison avec un officier français de passage, le capitaine André Beaufort. Cela a duré 6 mois. Je l'ai découvert par hasard quand j'ai trouvé leurs lettres. Isabelle a pleuré, supplié pardon, juré que c'était terminé. J'ai pardonné, principalement pour éviter le scandale public d'un divorce. Mais voici ce qu'Isabelle ne sait pas que je sais. Le capitaine Beaufort était mulâtre. « Quoi ?» Gabriel se leva d'un bond. « C'est impossible. Un officier français mulâtre en 1838 ?» « C'était rare, mais pas impossible, » dit Maître Dubois. « Certains hommes métissés éduqués en France pouvaient acheter des commissions d'officiers. Continuons. » Beaufort cachait soigneusement ses origines africaines partielles. Il avait la peau assez claire pour passer pour méditerranéen. Mais j'ai fait des recherches. Sa mère était une esclave affranchie de Guadeloupe. Isabelle ne le savait pas. Elle pensait qu'il était français blanc, pur. Si elle avait su qu'elle avait couché avec quelqu'un ayant du sang africain, elle serait morte de honte. L'ironie est absolue. La femme qui méprisait tant les Noirs, qui torturait émotionnellement Joséphine, qui considérait les Africains comme inférieurs, a eu une liaison avec un homme d'ascendance africaine partielle. Je n'ai jamais dit à Isabelle ce que je savais. C'était ma vengeance secrète pour sa cruauté envers Joséphine. Chaque fois qu'elle insultait les Noirs, je pensais « si seulement tu savais avec qui tu as couché ». Les 2 frères étaient bouche bée. Maître Dubois continua. « Il y a plus. En 1840, Isabelle est tombée enceinte de Mathilde. Je sais que Mathilde est ma fille biologique. Elle me ressemble trop. Mais j'ai toujours eu un doute sur le timing. La liaison était censée être terminée, mais je ne serai jamais certain à 100%. Encore une fois, je n'ai rien dit pour protéger Mathilde du scandale. Gabriel, né en 1843, est définitivement mon fils, j'en suis certain. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Isabelle, qui prétend à la supériorité raciale, à la pureté aristocratique, est une hypocrite totale. Elle a trahi son mariage, sa classe sociale et toutes les valeurs qu'elle prétend défendre. Alors que Joséphine, l'esclave méprisée, a été fidèle, honnête, aimante et moralement supérieure à chaque instant. Maître Dubois leva les yeux. « Il y a encore 2 pages. Voulez-vous que je continue ?»« Oui, » dit Édouard, voix à peine audible. « Finissez. » Acte 3. Les dernières révélations. La vraie raison pour laquelle j'écris cette lettre n'est pas simplement pour exposer l'hypocrisie d'Isabelle. C'est pour que mes enfants comprennent quelque chose de fondamental. Joséphine est plus votre mère qu'Isabelle ne l'a jamais été. Biologiquement, vous venez d'Isabelle, mais dans tous les sens qui comptent vraiment, amour, dévouement, sacrifice, Joséphine est votre vraie mère. Quand Édouard avait la scarlatine à 5 ans et que tous les médecins disaient qu'il mourrait, c'est Joséphine qui a prié pendant 72 heures sans dormir, qui l'a soigné constamment, qui lui a fait boire des bouillons cuillère par cuillère. Isabelle est venue le voir une fois, a pleuré 5 minutes, puis est partie parce qu'elle ne supportait pas de le voir souffrir. Quand Mathilde est tombée dans le puits à 7 ans, c'est Joséphine qui a sauté dans l'eau pour la sortir, risquant sa propre vie à 62 ans. Isabelle hurlait hystériquement sur le bord mais n'a rien fait.
Quand Gabriel a été attaqué par un chien enragé à 6 ans, c'est Joséphine qui s'est interposée, recevant elle-même plusieurs morsures profondes. Elle a failli mourir d'infection. Isabelle a remercié Joséphine, puis l'a punie pour avoir effrayé Gabriel avec sa douleur quand elle gémissait de fièvre. Je pourrais remplir 100 pages d'exemples similaires. Alors voici ma dernière volonté. Édouard, Mathilde, Gabriel. Quand je serai mort, si votre mère refuse de respecter mon testament pour Joséphine, si elle la maltraite, si elle tente de voler son héritage légitime, je vous ordonne en tant que votre père de choisir. Choisissez entre la femme qui vous a biologiquement créé, mais ne vous a jamais vraiment aimé, et la femme qui vous a élevé avec un amour inconditionnel pendant des années. Si vous avez un gramme de décence, un soupçon d'honneur, vous choisirez Joséphine. Assurez-vous qu'elle reçoive les 10 000 francs, la maison et la rente mensuelle. Assurez-vous qu'elle vive ses dernières années dans le confort et la dignité qu'elle mérite depuis 75 ans. Et si votre mère proteste, si elle crie à l'injustice, si elle vous manipule avec ses larmes aristocratiques, montrez-lui cette lettre, rappelez-lui l'officier Beaufort, rappelez-lui qui elle est vraiment. Je pars vers mon jugement divin, sachant que j'ai été un lâche la plupart de ma vie. Mais au moins, dans mes derniers jours, j'ai essayé de faire une chose juste. Prenez soin de Joséphine. Elle le mérite infiniment plus que moi. Votre père imparfait mais repentant, baron Philippe de Montmorency, 10 janvier 1863. Maître Dubois posa les feuilles sur le bureau. Le silence dans le bureau était absolu, brisé seulement par les sanglots étouffés d'Édouard qui tenait sa tête dans ses mains. Gabriel fixait le vide, visage blanc comme de la craie. Tout ce que nous pensions savoir, tout était mensonge. Joséphine, qui avait écouté en silence pendant toute la lecture, parla doucement. « Vos pères étaient bons hommes. Faible parfois, oui, mais bon cœur. À la fin, il a essayé de réparer. Joséphine, dit Édouard, en levant yeux rougis vers elle, je suis tellement, je ne sais même pas comment. Pendant 3 ans, tu as souffert et nous ne savions pas. Nous pensions que mère te payait. Elle nous disait que tu avais choisi de partir, que tu voulais être indépendante. Elle mentait, dit Joséphine simplement. Elle a toujours menti. Gabriel se leva brusquement. Je vais la confronter. Maintenant. Elle va... non, l'interrompit maître Dubois fermement. Pas encore. D'abord, nous exécutons le testament légalement. Ensuite, vous confrontez votre mère avec les faits qu'elle ne peut pas nier. C'est la procédure appropriée. Il sortit plusieurs autres documents. Voici ce que nous devons faire. Premièrement, je vais préparer les papiers de transfert pour la maison rue Schulcher. Deuxièmement, je vais contacter la banque pour organiser le paiement des 10 000 francs plus les 1 800 francs de rente en retard. Troisièmement, je vais établir un compte mensuel automatique de 50 francs pour Joséphine. Combien de temps ? Demanda Édouard. Avec l'approbation de l'évêque et étant donné la publicité de l'affaire, je peux accélérer le processus. 1 semaine, peut-être 2. Et notre mère ? Elle va essayer de bloquer cela. Maître Dubois sourit froidement. Laissez-la essayer. Le testament est juridiquement parfait, enregistré, scellé, témoin. Et maintenant, grâce à sa propre arrogance hier à la cathédrale, toute la ville sait qu'elle a volé un héritage légitime. Si elle tente quoi que ce soit, elle sera ruinée socialement. Encore plus qu'elle ne l'est déjà après son spectacle d'hier. 3 jours plus tard, le 19 août, l'affaire avait explosé dans tout Fort-de-France. Les journaux locaux publiaient des articles détaillés. Les salons aristocratiques ne parlaient que de cela. La baronne de Montmorency était devenue un paria social. Même ses anciennes alliées l'évitaient désormais. Le 25 août, Maître Dubois remit officiellement à Joséphine les clés de la maison rue Schulcher et un chèque bancaire de 11 800 francs. 10 000 plus 3 ans de rente. Joséphine, pour la première fois en 90 ans de vie, possédait quelque chose. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car la confrontation finale entre la baronne et ses enfants approchait. Et cette confrontation révélerait si l'amour pouvait vraiment triompher de la haine, si la rédemption était possible, ou si certaines blessures étaient trop profondes pour guérir.
1er septembre 1865, 14 heures, rue Scholcher, Fort-de-France. La petite maison que le baron Philippe avait léguée à Joséphine n'était pas un palace, mais après 75 ans d'esclavage et 3 ans dans une cabane délabrée, c'était le paradis. 2 pièces principales, une cuisine modeste, un petit jardin avec des arbres fruitiers, manguiers, papayers, goyaviers. Les murs avaient besoin de peinture et le toit de quelques réparations, mais la structure était solide. Édouard, Mathilde et Gabriel étaient venus ensemble pour aider Joséphine à s'installer. Ils avaient apporté des meubles de la plantation familiale, pas les meubles précieux que leur mère aurait remarqués, mais des pièces simples, un lit confortable, une table, des chaises, de la vaisselle. Mathilde, malgré sa grossesse avancée, insistait pour aider à nettoyer. Gabriel réparait les volets. Édouard installait une nouvelle serrure sur la porte. Joséphine les regardait avec un mélange d'émerveillement et de tristesse. « Vous ne devriez pas faire cela. Votre mère va être furieuse. »« Nous nous fichons de ce que notre mère pense, » dit Mathilde fermement, essuyant la poussière d'une étagère. « Après ce que nous avons appris, après ce qu'elle t'a fait, » elle s'arrêta, des larmes coulant sur ses joues. « Joséphine, pourquoi tu ne nous as rien dit? Pendant 3 ans tu souffrais et nous ne savions pas. Si nous avions su, vous auriez fait quoi? » demanda Joséphine doucement. « Confrontez votre mère, elle vous aurait menti, comme elle a toujours menti. Elle vous aurait dit que j'exagérais, que j'étais ingrate. Et vous auriez peut-être eu des doutes. Non, ma douce Mathilde, il fallait qu'elle se révèle elle-même. Il fallait que vous voyiez qui elle est vraiment, sans que personne puisse dire que c'était manipulation de ma part. » Gabriel entra de l'extérieur, visage rouge de colère. « Mère vient d'arriver. Elle est devant la maison. Elle exige qu'on parte immédiatement et qu'on cesse cette trahison ridicule. » « Allons lui parler, » dit Édouard, mâchoire serrée. Acte 2, la confrontation dehors, dans la rue poussiéreuse, la baronne Isabelle de Montmorency descendait de sa calèche, visage tordu de rage et d'humiliation. Elle portait une robe noire de deuil, pas pour son mari mort depuis 2 ans et demi, mais apparemment pour signaler son statut de victime dans l'affaire publique. Les 3 dernières semaines avaient été catastrophiques pour elle. Rejetée par la société, abandonnée par ses amis, regardée avec mépris partout où elle allait, sa réputation aristocratique, soigneusement construite pendant 30 ans, était en ruine. Et maintenant, ses propres enfants la trahissaient. « Vous !» cria-t-elle en voyant Édouard sortir de la maison. « Comment osez-vous aider cette créature après tout ce que j'ai sacrifié pour vous élever ?»« Tu ne nous as pas élevés, » répondit Édouard froidement. « Joséphine l'a fait. Nous avons lu la lettre de père. Nous savons tout maintenant. » Le visage de la baronne pâlit. « Quelle lettre? »« La lettre que père a laissée avec maître Dubois, » dit Gabriel, rejoignant son frère. « Celle où il explique exactement qui tu es, tes mensonges, tes trahisons. » Le capitaine Beaufort. La baronne vacilla, comme si elle avait été frappée. « Non, Philippe n'aurait pas. Il a promis de ne jamais. Il a promis de garder ton secret tant que tu respectais son testament pour Joséphine, » dit Édouard. « Tu as rompu ta promesse. Il a rompu la sienne. C'est équitable. » Le capitaine Beaufort, la voix venait de Mathilde qui était sortie maintenant. « Mère, de qui parle-t-on » La baronne se tourna vers sa fille, bouche ouvrant et fermant comme un poisson hors de l'eau. « C'était... Il n'y a rien à dire. Ton père mentait. Il était jaloux, paranoïaque. Père a écrit que tu as eu une liaison en 1838, continua Édouard, implacablement, avec un officier français. Une liaison qui a duré 6 mois. Il a pardonné pour éviter le scandale. Mais voici ce qui est encore plus intéressant. Cet officier était mulâtre, sang africain. Tu as couché avec quelqu'un que tu considérerais maintenant comme race inférieure. Le silence était assourdissant. Les voisins, attirés par les cris, s'étaient rassemblés à distance respectueuse, mais écoutaient tout. Mathilde recula, main sur sa bouche. « Mère, c'est vrai, pendant que tu traitais Joséphine comme moins qu'humaine, pendant que tu insultais les Noirs,
C'était une erreur, hurla la baronne. J'étais jeune, seul, ton père était toujours parti, et je ne savais pas qu'il avait... Elle ne pouvait même pas finir la phrase. Du sang africain? Gabriel rit amèrement. Tu ne peux même pas le dire. Tu es tellement rempli de haine que tu ne peux même pas prononcer les mots. Je ne hais personne. Je maintiens simplement l'ordre naturel des choses. Il y a une hiérarchie sociale, raciale, que Dieu a établie et... Dieu n'a établi aucune hiérarchie, interrompit Édouard. Tu as inventé ces croyances pour justifier ta cruauté. Pendant 75 ans, Joséphine a servi notre famille. Elle a élevé grand-père, elle a élevé père. Elle nous a élevés, nous trois, et qu'a-t-elle reçu en retour? Rien, rien jusqu'à ce que père, sur son lit de mort, essaie de corriger cette injustice. Il lui a donné 10 000 francs, une fortune, pour une esclave qui, 133 francs par an pendant 75 ans de travail, coupa Gabriel. C'est moins que ce que nous payons notre jardinière actuelle. C'est une insulte, pas une fortune. Père le savait. C'est pourquoi il a écrit que c'était encore insuffisant, mais tout ce que mes finances permettent. La baronne se tourna vers Mathilde, sa dernière espoir. Mathilde, ma fille, tu dois comprendre. Je suis ta mère. Cette femme n'est rien pour toi. Juste une ancienne domestique. Tu ne vas pas choisir elle plutôt que... Elle est ma mère, dit Mathilde doucement mais fermement. Biologiquement, tu m'as donné naissance, mais Joséphine m'a élevée. Quand j'avais 4 ans et que je suis tombé dans le puits, tu hurlais sans rien faire. Joséphine a sauté dans l'eau et m'a sauvé. Elle avait 65 ans, elle aurait pu se noyer, mais elle a risqué sa vie pour moi. J'étais terrifié, je ne savais pas nager. Joséphine non plus, répondit Mathilde. Mais elle a sauté quand même, parce qu'elle m'aimait plus que sa propre vie. Peux-tu dire la même chose? Le visage de la baronne se tordit en un masque de rage impuissante. Alors c'est ça? Vous me trahissez tous, après tout ce que j'ai sacrifié, après les réceptions que j'ai organisées pour vos carrières, après les mariages que j'ai arrangés, après les apparences que tu as maintenues pour ta propre vanité, dit Édouard. Oui, mère, nous choisissons Joséphine. Père nous a demandé de choisir dans sa lettre. Et nous choisissons la femme qui nous a vraiment aimés. Acte 3. La rupture. La baronne recula, comme si elle avait reçu un coup physique. Vous ne pouvez pas, je suis votre mère. Tu es la femme qui nous a biologiquement créés, dit Gabriel. Mais tu n'as jamais été notre mère dans les sens qui comptent. Mathilde s'approcha, les larmes coulant librement maintenant. Mère, je me souviens de chaque réception, chaque gala, chaque dîner où tu nous présentais comme des trophées. Tu nous montrais pendant 10 minutes, puis tu nous renvoyais. Tu ne nous as jamais demandé comment nous nous sentions, ce que nous pensions, ce qui nous rendait heureux ou tristes. Pour toi, nous étions des accessoires pour ton statut social. Mais Joséphine... La voix de Mathilde se brisa. Joséphine connaissait ma chanson préférée et me la chantait chaque soir. Elle connaissait mes peurs. J'avais peur du noir, alors elle laissait une bougie allumée toute la nuit. Elle connaissait mes rêves. Je voulais être peintre, tu te souviens? Non, tu ne te souviens pas. Mais Joséphine m'a donné des crayons et du papier en secret, parce que tu disais que l'art était une perte de temps pour une aristocrate. Gabriel prit la parole. Quand j'avais 6 ans et que le chien m'a attaqué, Joséphine s'est mise entre moi et l'animal. Elle a reçu 5 morsures profondes. Elle a failli mourir d'infection. Et qu'as-tu fait? Tu l'as punie pour avoir effrayé ton fils avec ses gémissements de douleur. Une femme de 67 ans qui venait de me sauver la vie, et tu l'as punie. Édouard termina. Pendant 28 ans de ma vie, j'ai cru que tu étais ma mère. Maintenant, je réalise que j'ai grandi avec 2 femmes, celle qui m'a donné naissance et ne s'est jamais souciée de moi, et celle qui m'a vraiment élevé avec amour inconditionnel. Père nous a demandé de choisir. Nous choisissons Joséphine. La baronne les regarda tous les 3, son visage passant de la rage à l'incrédulité, à quelque chose qui ressemblait presque au désespoir. Si vous faites cela, si vous me rejetez publiquement pour cette esclave, vous n'êtes plus mes enfants. Je vous déshérite. Vous n'aurez rien de moi. Nous n'avons jamais rien eu de toi, dit Édouard calmement.
sauf le dégoût de voir comment tu traites les autres êtres humains. La baronne monta dans sa calèche, se retournant une dernière fois. Sa voix était maintenant froide, comme de la glace. « Très bien, vous avez fait votre choix, mais souvenez-vous, dans cette société, dans ce monde, je suis toujours baronne. Elle est toujours une ancienne esclave. Vous pensez que les gens vont respecter votre décision? Ils vont vous voir comme des traîtres à votre classe. Votre carrière, Édouard, finira. Ton mariage, Mathilde, sera entaché. Et toi, Gabriel, tu seras un paria. Alors nous serons des parias avec notre conscience intacte, répondit Édouard. La calèche partit dans un nuage de poussière. Les 3 enfants restèrent dans la rue pendant un long moment, puis Mathilde se mit à sangloter. Pas de tristesse d'avoir perdu sa mère, mais de soulagement d'avoir enfin rompu avec des années de mensonges et de cruauté. Gabriel la prit dans ses bras. Édouard les rejoignit. Les 3 enfants du baron Philippe et de la baronne Isabelle se tenaient ensemble, ayant fait le choix le plus difficile de leur vie. Joséphine sortit lentement de la maison, s'appuyant sur sa canne. Elle les regarda avec expression de tristesse mêlée de gratitude. « Mes enfants, vous n'auriez pas dû, votre mère, malgré tout ?» « Non, » dit Mathilde, en se détachant de l'étreinte de ses frères et en s'approchant de Joséphine. Elle s'agenouilla devant la vieille femme, geste extraordinaire pour une aristocrate envers une ancienne esclave. « Toi, tu es notre mère, celle qui compte, celle qui nous a aimés quand personne d'autre ne le faisait. » Édouard et Gabriel s'agenouillèrent aussi, tous les 3 devant Joséphine, dans la rue poussiéreuse, devant les voisins qui regardaient avec émerveillement. « Nous te demandons pardon, » dit Édouard, « pour les 75 ans où notre famille t'a utilisé. Pour les 3 ans où nous ne savions pas que tu souffrais, pour toutes les fois où notre mère t'a blessé et où nous n'avons rien fait parce que nous étions enfants et ignorants. » Joséphine, des larmes coulant sur son visage ridé, posa ses mains tremblantes sur leur tête, comme elle l'avait fait 1000 fois quand ils étaient petits et venaient la voir après un cauchemar. « Mes bébés, » murmura-t-elle, « vous avez toujours été mes bébés, et vous le serez toujours. » Dans les semaines qui suivirent, les conséquences de ce choix public se firent sentir. La baronne tint parole et les déshérita officiellement. Certains aristocrates évitèrent effectivement Édouard, Mathilde et Gabriel. Mais beaucoup d'autres, particulièrement la jeune génération et les progressistes, les respectèrent pour leur courage. Le vrai changement commença doucement, presque imperceptiblement. D'autres anciens esclaves, encouragés par l'exemple de Joséphine, commencèrent à réclamer leurs droits. D'autres familles aristocratiques commencèrent, lentement, à contre-cœur, à payer des salaires équitables. L'humiliation publique de la baronne devint un tournant dans l'histoire post-abolition de la Martinique. Pas le seul tournant, pas le plus important, mais un tournant quand même. Septembre-décembre 1865, la baronne Isabelle de Montmorency s'enfonçait dans un isolement de plus en plus profond. Ses 3 enfants avaient coupé tout contact. Ses anciennes amies l'évitaient. Les invitations aux réceptions se tarirent. Même l'Église, par l'intermédiaire de Monseigneur Leclerc, lui avait suggéré fermement de faire pénitence publique pour son comportement. Elle refusa, naturellement. L'orgueil aristocratique ne se plie pas facilement. La plantation familiale continuait à perdre de l'argent. Sans esclaves gratuits, les coûts de production avaient explosé. La baronne refusait de payer des salaires équitables, alors les travailleurs partaient. Les champs de canne à sucre étaient laissés en friche. Les revenus s'effondraient. En décembre 1865, elle fut forcée de vendre la moitié de ses terres pour payer les dettes. En février 1866, elle vendit la maison de ville à Fort-de-France et se retira complètement à la plantation, maintenant réduite de moitié. Elle vivait seule, à part 2 domestiques âgés qui restaient par loyauté ou par manque d'alternative. La grande maison coloniale tombait lentement en décrépitude, peinture écaillée, toits qui fuyaient, jardins envahis par les mauvaises herbes. Acte 2. La tentative de réconciliation. Mai 1866. 9 mois après l'incident, Mathilde donna naissance à son 3e enfant, une fille.
Elle et son mari Henri décidèrent de l'appeler Joséphine, en l'honneur de la femme qui avait élevé Mathilde. La nouvelle atteignit la baronne 3 jours après la naissance. Seule dans sa grande maison vide, elle reçut une lettre d'une ancienne connaissance lui annonçant la nouvelle. Pas par bonté, mais par cruauté sociale. « Pensez, chère Isabelle, votre propre petite-fille porte le nom de votre ancienne esclave. » Ce soir-là, pour la première fois en 1 an, la baronne pleura, vraiment pleura. Pas les larmes de rage ou d'humiliation qu'elle avait versées tant de fois, mais des larmes de perte. Elle avait une petite fille qu'elle ne connaîtrait jamais, un 3e petit enfant qu'elle ne verrait jamais grandir. 3 jours plus tard, elle fit quelque chose d'impensable. Elle monta dans sa calèche et se rendit à la maison de Mathilde. La domestique qui ouvrit la porte, une jeune femme créole, la reconnut immédiatement et sembla sur le point de fermer la porte. Mais la baronne dit simplement « S'il vous plaît, je voudrais voir ma fille. Juste 5 minutes. » La domestique hésita, puis alla chercher Mathilde. Quand Mathilde apparut à la porte, elle portait sa fille nouveau-née. Son visage se durcit en voyant sa mère. « Que veux-tu ? Je voulais voir le bébé, ma petite fille. Tu veux dire la petite fille que tu as déshéritée avant même qu'elle naisse ?» La voix de Mathilde était glaciale. « La petite fille dont tu ne voulais rien savoir parce que sa mère a choisi Joséphine plutôt que toi. Mathilde, s'il te plaît, je sais que nous avons eu des désaccords, mais elle est mon sang. Elle porte le nom de Joséphine. » Interrompit Mathilde. « Joséphine Marie Beauchamp. Nous l'avons nommée d'après la femme qui m'a vraiment élevée. Si tu veux la voir, tu devras d'abord accepter ce fait. » La baronne ouvrit la bouche, la referma. Son visage montrait un conflit interne intense. Finalement, elle murmura « J'accepte qu'elle porte ce nom. » Mathilde étudia sa mère pendant un long moment, puis fit un pas de côté. Entre. 5 minutes. Dans le salon, la baronne s'assit raidement sur le bord du canapé. Mathilde ne lui offrit pas de thé ou de rafraîchissement, pas d'hospitalité, juste la permission minimale d'être là. Le bébé dormait dans les bras de Mathilde, minuscule visage paisible, poings serrés. « Elle est belle », murmura la baronne, et pour une fois sa voix portait une émotion authentique. « Elle te ressemble quand tu étais bébé. » Joséphine dit la même chose, répondit Mathilde. Elle vient chaque jour. Elle est trop âgée pour aider beaucoup physiquement, mais elle chante à petite Joséphine les mêmes berceuses qu'elle me chantait, la même chanson créole sur les étoiles et la lune. Le visage de la baronne se crispa légèrement au nom de Joséphine, mais elle ne dit rien. « Pourquoi es-tu venue, mère ?» demanda Mathilde après un silence. « Tu veux récupérer tes enfants? Tu veux t'excuser? Tu veux que nous oublions tout ce qui s'est passé? » Je ne sais pas. La baronne sembla sincèrement perdue, peut-être pour la première fois de sa vie. « Je suis seule, complètement seule. Tes frères ne me parlent plus, tu ne me parles plus, je n'ai plus d'amis. La plantation s'effondre, et je me suis demandé si nous te pardonnerions. » Mathilde rit amèrement. « Mère, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu as volé l'héritage de Joséphine pendant 3 ans. Tu l'as laissée souffrir. Tu l'as humiliée publiquement de la manière la plus cruelle possible. Et au-delà de Joséphine, pendant toute notre enfance, tu nous as traités comme des accessoires de statut social. Tu ne t'es jamais soucié de nous en tant que personne. » « Ce n'est pas vrai, » protesta la baronne. « Je me souciais. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre avenir. Les réceptions, les contacts sociaux, les mariages appropriés. Tu te souciais de notre statut, pas de notre bonheur. Il y a une différence. » Le silence retomba. Le bébé remua légèrement, puis se rendormit. « Je ne sais pas comment être différente, » dit finalement la baronne, et ses mots semblaient lui être arrachés. « J'ai été élevée d'une certaine manière. On m'a appris que les aristocrates sont supérieurs, que l'ordre social doit être maintenu, que montrer de l'émotion est une faiblesse. Pendant 52 ans, j'ai vécu selon ces règles. Comment suis-je censé changer qui je suis ?» Mathilde regarda sa mère, vraiment la regarda, peut-être pour la première fois en tant qu'adulte. Elle vit une femme vieillie prématurément par le stress et l'isolement,
Une femme qui avait construit toute son identité sur des valeurs qui s'effondraient autour d'elle. Une femme qui ne savait littéralement pas comment exister dans ce nouveau monde. « Je ne sais pas si tu peux changer, » dit Mathilde, honnêtement. « Mais si tu veux avoir une quelconque relation avec moi, avec mes frères, avec tes petits-enfants, tu devras essayer. Et la première étape serait de te réconcilier avec Joséphine. » Me réconcilier avec elle? Le ton de la baronne montrait à quel point l'idée était impensable pour elle. Oui, tu dois aller la voir, tu dois lui présenter tes excuses. Pas des excuses polies et creuses, mais de vraies excuses où tu reconnais ce que tu lui as fait. Tu dois reconnaître qu'elle nous a élevés, qu'elle méritait respect et compensation, et que tu l'as cruellement maltraitée. Je ne peux pas... Alors nous n'avons rien d'autre à nous dire. Mathilde se leva. Tu peux voir le bébé. Tu as eu tes 5 minutes. Maintenant tu peux partir. La baronne resta assise, fixant le nouveau-né qui portait le nom de son ancienne esclave. Son visage montrait un conflit si intense qu'il était presque douloureux à voir. Finalement, elle se leva lentement. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, dit Mathilde. Joséphine a 91 ans maintenant. Elle ne vivra pas éternellement. Si tu veux une quelconque rédemption, tu ferais mieux de te dépêcher. Acte 3. La visite. Juillet 1866, 2 mois plus tard. La baronne Isabelle de Montmorency se tenait devant la petite maison rue Schœlcher. Elle était venue 3 fois auparavant et était repartie avant de frapper. Cette fois, elle força sa main à se lever et frappa à la porte. Joséphine ouvrit elle-même. Ses yeux voilés par la cataracte ne pouvaient pas voir clairement qui était là, mais elle reconnut la silhouette. « Madame la baronne ?»« Oui. » La voix était à peine audible, long silence, puis « Entrez ». L'intérieur de la maison était simple mais propre et confortable. Les meubles que les enfants avaient donnés étaient arrangés avec soin. Des fleurs fraîches dans un vase. Des photographies sur le mur, incluant une photo de Mathilde, Édouard et Gabriel enfant, que Joséphine avait sauvés de la plantation avant d'être expulsée. La baronne resta debout maladroitement pendant que Joséphine s'asseyait lentement dans son fauteuil préféré, dos courbé ne lui permettant pas de s'asseoir complètement droit. « Vous voulez quelque chose ?» demanda Joséphine poliment, comme si elle recevait n'importe quelle visiteuse. « Non, non merci, je suis venue pour... » La baronne s'arrêta, incapable de continuer. « Pour vous excuser ?» suppléa Joséphine. « Oui, enfin, pas exactement. C'est-à-dire, la baronne s'effondra soudainement sur une chaise, toute sa rigidité aristocratique s'évanouissant. Je ne sais pas comment faire cela. Je ne sais pas comment m'excuser pour 75 ans. » Joséphine ne dit rien, attendant simplement. « Vous m'avez tout pris, » dit soudainement la baronne, sa voix montant. « Mes enfants vous aiment plus que moi. Ma petite fille porte votre nom. Toute la société me méprise maintenant. Ma réputation est détruite. Ma fortune s'effondre. Et vous vivez ici, dans cette petite maison confortable, avec vos 10 000 francs et l'amour de ma famille. » « Je ne vous ai rien pris, » répondit Joséphine calmement. « J'ai simplement demandé ce qui me revenait légalement. Ce que votre mari voulait que j'aie. C'est vous qui avez tout perdu, en refusant de respecter ses dernières volontés. Philippe était faible, il vous aimait plus qu'il ne m'aimait. » « Non, » dit Joséphine, « il m'aimait comme on aime une mère, il vous aimait comme on aime une épouse, c'est différent, mais vous étiez jalouse de tout amour qu'il donnait à quelqu'un d'autre. » La baronne sanglotait maintenant ouvertement, une vision choquante pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à maintenir un contrôle parfait. « J'ai tout fait correctement, j'ai suivi toutes les règles de ma classe, j'ai maintenu les apparences, j'ai élevé mes enfants pour être des aristocrates respectables. Pourquoi suis-je puni maintenant? Parce que vous avez confondu correctement avec moralement, » dit Joséphine. « Vous avez suivi les règles de votre classe, oui, mais ces règles étaient cruelles. Elles permettaient l'esclavage, l'exploitation, la déshumanisation. Et quand ces règles ont changé, quand l'abolition est arrivée, vous avez refusé d'accepter que le monde avait changé. Le monde a tort de changer.
Le monde est enfin devenu un peu plus juste. Silence. La baronne pleurait toujours, mais plus silencieusement maintenant. Finalement, elle leva les yeux vers Joséphine. « Vous ne me pardonnerez jamais, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas, » répondit Joséphine honnêtement. « Peut-être un jour. Mais d'abord, vous devriez essayer de vous pardonner vous-même. Essayez de comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Essayez de devenir meilleur. Je ne sais pas comment. Commencez par admettre que vous aviez tort, pas à moi, à vous-même. Admettez que traiter des êtres humains comme du bétail était mal. Admettez que voler mon héritage était mal. Admettez que humilier une femme de 90 ans publiquement était mal. Commencez là. » La baronne resta silencieuse pendant très longtemps, puis si doucement que Joséphine pouvait à peine entendre « J'avais tort ». Répétez, plus fort. « J'avais tort », un peu plus fort maintenant. Ce que j'ai fait, c'était mal. Pourquoi c'était mal? Parce que la baronne luttait visiblement. Parce que vous avez servi ma famille pendant 75 ans et vous méritiez mieux. Continue. Vous méritiez respect, compensation, dignité. Et je vous ai donné cruauté à la place. Je vous ai volé ce qui vous revenait. Je vous ai humilié et... La voix se brisa. Et vous avez élevé mes enfants mieux que je ne l'ai fait. Ils vous aiment parce que vous leur avez donné l'amour véritable que je ne savais pas comment donner. Les larmes coulaient librement maintenant sur le visage de la baronne, toute prétention aristocratique disparue. Elle ressemblait à ce qu'elle était. Une femme de 53 ans qui avait tout perdu parce qu'elle s'était accrochée trop fort à des valeurs cruelles. Joséphine se leva lentement, s'approcha et, dans un geste qui choqua la baronne jusqu'au cœur, posa sa main ridée sur l'épaule de la femme qui avait été sa tortionnaire pendant tant d'années. « Ce n'est qu'un début, » dit Joséphine doucement. « Un très petit début. Vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est un début. » La réconciliation ne fut ni rapide ni complète. Au cours des mois suivants, la baronne visita Joséphine régulièrement. D'abord une fois par mois, puis chaque semaine. Les conversations étaient difficiles, souvent douloureuses. Lentement, très lentement, Édouard, Mathilde et Gabriel recommencèrent à voir leur mère biologiste. Pas comme avant, cette relation était morte. Mais une nouvelle relation, basée sur l'honnêteté brutale plutôt que sur les mensonges polis, commença à émerger. La baronne ne devint jamais la femme chaleureuse et aimante qu'elle aurait pu être. 53 ans de conditionnement aristocratique ne disparaissent pas facilement. Mais elle essayait, et parfois, l'effort lui-même doit suffire. Mai 1867, 2 ans après l'incident à la cathédrale Joséphine-Marie, avait 92 ans maintenant, et le poids de 9 décennies commençait enfin à la rattraper. Les 2 dernières années, vivant dans sa propre maison avec ses 10 000 francs et sa rente mensuelle, avaient été les meilleures de sa vie. Mais son corps, vieillissant, ne pouvait plus maintenir le rythme. Elle tombait plus souvent. Sa respiration devenait laborieuse. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir une tasse. Ses yeux, déjà voilés par la cataracte, ne voyaient presque plus rien maintenant. En juin, Mathilde insista pour que Joséphine vienne vivre chez elle et Henri. « Tu ne peux plus vivre seule, Joséphine, et nous avons assez de place, s'il te plaît. » Joséphine refusa initialement. Elle avait attendu 90 ans pour avoir sa propre maison. Elle ne voulait pas l'abandonner. Mais après une chute qui la laissa allongée sur le sol pendant 3 heures avant que des voisins ne la trouvent, elle accepta. Elle emménagea chez Mathilde en juillet. Une chambre confortable au rez-de-chaussée avec vue sur le jardin, Mathilde et sa famille, son mari Henri et leurs 3 enfants, dont la petite Joséphine maintenant âgée d'1 an, l'entouraient de soins constants. Édouard et Gabriel visitaient quotidiennement. Les 3 enfants du baron Philippe passaient des heures avec la femme qui les avait élevés, partageant des souvenirs, lui tenant compagnie, lui lisant à voix haute puisqu'elle ne pouvait plus lire elle-même. Et à la surprise de tous, la baronne Isabelle venait aussi. Acte 2. La transformation inachevée, mi-juillet 1867. La relation entre Joséphine et la baronne était restée complexe et tendue. Ils n'étaient pas amis,
Peut-être ne le serait-il jamais. Mais quelque chose avait changé. Un après-midi, alors que Joséphine était assise dans le jardin, elle aimait sentir le soleil sur son visage même si elle ne pouvait plus le voir, la baronne arriva pour une visite. « Madame Joséphine, dit-elle formellement. Elle avait commencé à utiliser « Madame » plutôt que juste le prénom, un petit signe de respect qui signifiait beaucoup. « Madame la baronne », répondit Joséphine, avec une trace d'ironie dans la voix. « Venez vous asseoir. » La baronne s'assit sur la chaise de jardin voisine. Elles restèrent en silence pendant un moment, écoutant les oiseaux tropicaux et le bruissement des feuilles de palmier dans la brise. « Je reçois des lettres, » dit finalement la baronne, « des autres familles aristocratiques. Certaines me critiquent pour vous visiter. Elles disent que je trahis ma classe en montrant du respect à une ancienne esclave. Et qu'est-ce que vous répondez? Rien. Je ne réponds plus à leurs lettres. » La baronne hésita, puis continua. « Il y a 2 ans, leur opinion était la chose la plus importante pour moi. Maintenant, je me rends compte que j'ai passé 52 ans de ma vie à me soucier de ce que des gens cruels et superficiels pensèrent de moi. Et cela m'a coûté l'amour de mes enfants. » « Vous récupérez cet amour, » dit Joséphine. Lentement. « Mathilde vous parle maintenant, les garçons aussi. Ce n'est pas pareil, ça ne le sera jamais. Ils me tolèrent parce que je fais des efforts, mais ils ne m'aiment pas comme ils vous aiment. » « Non, » admit Joséphine. « Mais l'amour se construit sur des années. Vous avez passé 28 ans à ne pas les aimer correctement. Vous ne pouvez pas récupérer cela en 2 ans. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, si vous continuez à essayer... »« Vous n'avez pas 20 ans, » dit la baronne doucement. « Nous le savons toutes les deux. » Silence. « C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui, » continua la baronne, « pour vous dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Joséphine attendit. « Quand j'avais 12 ans, en 1825, j'ai vu ma propre mère, ma grand-mère, votre arrière-grand-maîtresse, fouetter une esclave jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. L'esclave avait cassé un vase précieux par accident. Ma mère l'a frappé 20 fois avec un fouet en cuir. J'ai regardé, et j'ai ressenti... » La voix de la baronne se brisa. « J'ai ressenti de la peur, pas de la pitié pour l'esclave, de la peur que ma mère puisse être aussi cruelle. »« Alors vous avez décidé de ne jamais être une victime, » dit Joséphine, comprenant. « Vous avez décidé d'être du côté des puissants. Oui, et au fil des années, j'ai appris à voir les esclaves comme ma mère les voyait, comme des objets. C'était plus facile que de ressentir de l'empathie. L'empathie faisait mal. Alors vous avez tué votre empathie. » « Oui. » La baronne pleurait maintenant silencieusement. « Et je l'ai tué si bien que quand mes propres enfants avaient besoin d'amour maternel, je ne savais plus comment le donner. Je pouvais seulement offrir des apparences, des vêtements coûteux, des réceptions, du statut social, mais pas d'amour. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je veux que vous sachiez que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai perdu, je comprends ce que vous avez donné à mes enfants, quelque chose que je ne pouvais pas donner. Et je comprends que c'est ma faute, pas la vôtre. Pendant 2 ans, une partie de moi vous en voulait encore pour avoir volé mes enfants. Mais vous ne les avez pas volés. Je les ai perdus en refusant de les aimer correctement. » Joséphine tendit sa main tremblante. Après une brève hésitation, la baronne la prit. « Vous êtes devenue meilleure personne ces 2 dernières années, » dit Joséphine. « Pas parfaite, pas complètement changée, mais meilleure. Votre mari serait fier. Pensez-vous que... » La baronne hésita. « Pensez-vous qu'il y a rédemption possible pour quelqu'un comme moi, après tout ce que j'ai fait? » « Je ne sais pas, » répondit Joséphine honnêtement. « Ce n'est pas à moi d'en décider. C'est entre vous et Dieu. Mais je pense que Dieu juge les efforts autant que les résultats. Et vous essayez. Peut-être que cela compte. » Acte 3. La fin, 15 août 1867. Exactement 2 ans après l'incident à la cathédrale, l'état de Joséphine se détériora rapidement en août. Le docteur Lafitte, qui venait quotidiennement, dit à la famille qu'elle n'avait probablement plus que quelques jours. Édouard, Mathilde et Gabriel restaient avec elle constamment.
Il lui racontait des histoires de leur enfance, lui chantait les berceuses qu'elle leur avait chantées, lui tenait la main. La petite Joséphine, 1 an maintenant, était apportée régulièrement pour qu'elle puisse sentir la présence de la génération qu'elle ne verrait jamais grandir. Le 14 août au soir, Joséphine demanda à voir la baronne. Isabelle arriva rapidement, son visage montrant une émotion rare, de la peur authentique. « Madame Joséphine, je suis là. Approchez-vous » murmura Joséphine. Sa voix était à peine audible maintenant. « Je veux vous dire quelque chose. » La baronne s'agenouilla à côté du lit, un geste qu'elle n'aurait jamais fait 2 ans auparavant. « Je vous pardonne, » dit Joséphine lentement, chaque mot nécessitant un effort. « Pour tout, pour les 75 ans, pour les 3 années volées, pour l'humiliation, je vous pardonne. » Les larmes coulaient sur le visage de la baronne. « Pourquoi, après tout ce que je vous ai fait? Pourquoi? Parce que vous avez essayé de changer. Parce que vos enfants méritent d'avoir une mère qu'ils peuvent respecter même imparfaitement. Et parce que... » Joséphine sourit faiblement. « Parce que je suis trop vieille pour porter la haine plus longtemps. C'est trop lourd. » La baronne sanglotait ouvertement maintenant. « Je suis tellement désolée. Pour tout. Si je pouvais revenir en arrière, vous ne pouvez pas. Personne ne peut. Mais vous pouvez être meilleur dans le temps qui vous reste. Aimez vos enfants. Connaissez vos petits-enfants. Soyez la femme que vous auriez dû être. Je vais essayer. Je le promets. » Joséphine hocha légèrement la tête, puis se tourna vers où elle savait qu'Édouard, Mathilde et Gabriel se tenaient. Elle ne pouvait plus les voir, mais elle les sentait. « Mes bébés » murmura Joséphine, sa voix à peine un souffle maintenant. « Édouard, Mathilde, Gabriel, venez près de moi. » Les 3 enfants du baron Philippe s'approchèrent, s'agenouillant autour du lit comme ils l'avaient fait 2 ans auparavant dans la rue poussiéreuse rue Schulcher. Mais cette fois, ce n'était pas pour demander pardon, c'était pour dire au revoir. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » continua Joséphine, chaque mot nécessitant un effort immense. « Les 3 enfants que j'ai perdus, mes fils Thomas et André, ma fille Marie, ils m'ont été arrachés quand ils avaient 5, 6 et 8 ans, vendus à différents maîtres, je ne les ai jamais revus. Pendant 75 ans, j'ai porté cette douleur. » Mathilde sanglotait, tenant la main fragile de Joséphine. « Mais Dieu m'a donné une seconde chance. Il m'a donné vous 3. Vous n'êtes pas sortis de mon ventre, mais vous êtes sortis de mon cœur. Chaque couche changée, chaque fièvre soignée, chaque cauchemar consolé, c'était ma façon de retrouver mes propres enfants perdus. Vous m'avez permis d'être la mère qu'on m'avait empêché d'être. Tu as été la meilleure mère que nous aurions pu avoir, dit Édouard, sa voix brisée par les larmes. La seule vraie mère que nous avons jamais connue. Joséphine sourit faiblement. Alors ma vie avait un sens. 92 ans, dont 75 en esclavage. Mais les 2 dernières années, dans ma propre maison, avec ma propre dignité, entourée de l'amour de mes enfants, ces 2 années valaient les 90 autres. « Promettez-moi quelque chose, » dit-elle, sa respiration devenant plus laborieuse. « Promettez-moi que vous élèverez vos enfants différemment, avec amour véritable, sans distinction de classe ou de couleur. Promettez-moi que le monde que vous construirez sera meilleur que celui dans lequel j'ai vécu. Nous le promettons. » dirent-ils en chœur, leurs 3 voix se mêlant. Joséphine tourna légèrement la tête vers où elle savait que la baronne se tenait toujours. « Et vous, Madame Isabelle, vous promettez aussi ?» La baronne, agenouillée sur le sol dur, un geste impensable pour une aristocrate 2 ans auparavant, hocha la tête avant de réaliser que Joséphine ne pouvait pas la voir. « Oui. Je le promets, je serai meilleur. Pour eux, pour mes petits-enfants, je le promets. Alors je peux partir en paix. » Joséphine Marie mourut à 3h17 du matin le 15 août 1867, exactement 2 ans jour pour jour, après son humiliation publique à la cathédrale Saint-Louis. Elle mourut entourée des 4 personnes qui avaient défini les dernières années de sa vie, les 3 enfants qu'elle avait élevés et la femme qui l'avait torturée, mais avait finalement essayé de changer. Ces derniers mots, si doux qu'ils furent presque inaudibles, furent « Merci, merci pour ces 2 années
Enfin, libre. Épilogue. Les conséquences. Les funérailles de Joséphine, le 17 août 1867, furent un événement extraordinaire pour Fort-de-France. Plus de 500 personnes assistèrent à la messe, anciens esclaves, travailleurs libres, créoles progressistes, et même certaines familles aristocratiques qui avaient été touchées par son histoire. Monseigneur Leclerc présida personnellement, donnant un sermon puissant sur la justice, la rédemption et le courage de demander ce qui nous revient de droit. Il parla de Joséphine comme d'un exemple de dignité humaine face à l'oppression et de sa révélation publique du testament comme un acte de courage qui avait changé la conscience sociale de l'île. Édouard, Mathilde et Gabriel portèrent son cercueil, un geste scandaleux aux yeux de certains aristocrates, des descendants de maîtres d'esclaves portant le cercueil d'une ancienne esclave, mais profondément significatif pour tous les autres. Et à la surprise générale, la baronne Isabelle de Montmorency marcha directement derrière le cercueil, vêtue de noir de deuil complet, pleurant ouvertement. Quand certaines de ses anciennes connaissances la regardèrent avec mépris, elle les ignora complètement. Joséphine fut enterrée dans le cimetière de Fort-de-France, dans une tombe payée par les 10 000 francs que le baron lui avait légués. La pierre tombale, choisie par Édouard, Mathilde et Gabriel ensemble, portait une inscription simple. Joséphine Marie, 1775-1867. Elle fut esclave pendant 87 ans. Elle fut libre pendant 5 ans, mais elle fut mère pendant toute sa vie à notre vraie maman. Édouard, Mathilde, Gabriel 10 ans plus tard. AOAT 1877. La transformation de la société martiniquaise après l'abolition fut lente et douloureuse. Les anciennes structures de pouvoir ne s'effondrent jamais facilement. Mais l'histoire de Joséphine, la femme qui portait la preuve dans sa poche, comme on l'appelait, devint un récit fondateur pour la communauté des anciens esclaves. Elle inspira d'autres à réclamer leurs droits, à exiger des salaires équitables, à refuser d'être traités comme inférieurs. Son courage de se tenir devant l'évêque et toute la société pour demander justice encouragea des centaines d'autres à faire de même. Édouard devint avocat, spécialisé dans la défense des anciens esclaves, dans les disputes de propriété et de salaire. Il gagna la plupart de ses cas, citant souvent le testament de son père comme précédent légal. Son cabinet juridique à Fort-de-France offrait des consultations gratuites aux travailleurs libres pauvres. Mathilde et son mari Henri transformèrent leur maison en une petite école pour enfants créoles et descendants d'esclaves, offrant éducation gratuite quand la plupart des écoles les refusaient encore. Elle enseignait personnellement l'histoire, s'assurant que les enfants connaissent des histoires comme celle de Joséphine, histoire de courage, de justice et de dignité humaine. Gabriel utilisa ses compétences d'ingénieur pour construire des logements abordables pour les travailleurs libres qui avaient été expulsés des plantations après l'abolition. Il employait exclusivement des travailleurs noirs et métis, leur payant des salaires équitables et leur enseignant des compétences en construction. Et la baronne Isabelle de Montmorency? Elle ne devint jamais la femme chaleureuse et aimante qu'elle aurait pu être si elle avait été élevée différemment. 53 ans de conditionnement aristocratique et de croyance en la supériorité raciale ne disparurent pas complètement, mais elle changea. Elle vendit le reste de la plantation en 1869 et déménagea dans une maison modeste à Fort-de-France. Pas parce qu'elle manquait d'argent, elle avait encore des investissements, mais parce qu'elle ne voulait plus vivre dans le lieu qui symbolisait l'esclavage de sa famille. Elle établit une relation prudente, mais réelle avec ses enfants. Ce n'était pas la relation mère-enfant qu'ils auraient pu avoir, mais c'était honnête. Ils prenaient le thé ensemble, une fois par semaine. Ils parlaient, vraiment parlaient, pas les conversations superficielles d'autrefois. Elle apprenait à connaître ses petits-enfants, incluant la petite Joséphine qui grandissait comme une enfant brillante et compatissante. En 1870, la baronne fit quelque chose que personne n'aurait imaginé 5 ans auparavant.
elle finança un monument public à Joséphine Marie dans le parc central de Fort-de-France. Une statue simple d'une femme âgée, au dos courbé, tenant dans ses mains un document plié, le testament qui avait changé l'histoire. L'inscription au bas du monument disait « À la mémoire de Joséphine Marie et de tous les esclaves qui ont souffert mais n'ont jamais perdu leur dignité. Puissions-nous ne jamais oublier et ne jamais répéter ces injustices. » Financé par Isabelle de Montmorency, 1870. Quand le monument fut dévoilé, les gens de Fort-de-France se demandèrent si la baronne avait vraiment changé ou si c'était simplement une tentative de racheter sa réputation. Peut-être les deux. Peut-être que la rédemption n'est jamais pure, mais toujours mélangée de motivations complexes. La baronne Isabelle mourut en 1882, à l'âge de 69 ans, d'une maladie cardiaque. À ses funérailles vinrent beaucoup moins de personnes qu'aux funérailles de Joséphine 15 ans auparavant. Mais ses 3 enfants étaient là et ils pleurèrent, pas pour la mère qu'elle avait été, mais pour la femme qu'elle avait essayé de devenir dans ces dernières années. Dans son testament, elle légua la majorité de sa fortune restante à l'école de Mathilde et au projet de logement de Gabriel. Une petite partie fut léguée à un fonds portant le nom de Joséphine Marie, destiné à aider les femmes âgées pauvres, particulièrement les anciennes esclaves, à vivre dans la dignité. Ce n'était pas assez pour effacer 53 ans de cruauté, mais c'était quelque chose. Réflexion finale. L'histoire de Joséphine Marie et de la baronne Isabelle de Montmorency n'est pas une histoire avec une fin parfaitement heureuse. Ce n'est pas une histoire de rédemption totale ou de pardon facile. C'est une histoire plus complexe et plus vraie. C'est l'histoire d'une femme qui a souffert pendant 87 ans sous l'esclavage, mais qui, dans ses 5 dernières années de liberté, a trouvé la justice, la dignité et l'amour de ses enfants adoptifs. C'est l'histoire d'une femme qui a eu le courage de demander ce qui lui revenait de droit, même à 90 ans. Même face à l'humiliation publique. C'est aussi l'histoire d'une femme qui a vécu toute sa vie selon des valeurs cruelles, qui a torturé émotionnellement ceux qu'elle considérait comme inférieurs, mais qui, confrontée aux conséquences de ses actions, a essayé de changer. Pas parfaitement, pas complètement, mais elle a essayé. Et c'est l'histoire de 3 enfants, Édouard, Mathilde et Gabriel, qui ont eu le courage de choisir l'amour authentique plutôt que le lien du sang, la justice morale plutôt que le privilège social, la vérité difficile plutôt que les mensonges confortables. Le baron Philippe avait écrit dans sa lettre « Choisissez entre la femme qui vous a biologiquement créé mais ne vous a jamais vraiment aimé et la femme qui vous a élevé avec un amour inconditionnel. » Ils ont choisi. Et ce choix a changé non seulement leur vie, mais aussi l'avenir de leur société. Car parfois, les grandes transformations sociales ne commencent pas par des lois ou des révolutions, mais par des individus qui ont le courage de dire « Non, ce qui a été fait était mal, et je refuse de perpétuer cette injustice. » Joséphine Marie, debout sur le parvis de la cathédrale le 15 août 1865, sortant un document plié de sa poche, disant à la femme qui l'avait torturée « J'ai la preuve de mon droit ». C'était ce moment de courage, et ce moment a changé tout. Fin.